Ouais, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Voilà, et bienvenue pour ce 4e webinaire d'EcoKiko. N'hésitez pas à nous signaler si jamais vous nous entendez mal ou si jamais il y avait quoi que ce soit. Mais voilà, normalement, c'est tout bon. Donc ce soir, nous recevons le docteur Didier Costra pour évoquer un sujet qui est directement lié aux pesticides et à la problématique des produits phytosanitaires, qui sont les perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est un sujet qu'on a voulu aborder dès le premier webinaire à l'origine, par le biais de Cécilia Japard, qui est une infirmière libérale qui fait partie du CPTS Pays d'Azur, et qui voulait traiter donc, de la santé environnementale sur le territoire et parler des perturbateurs endocriniens. Et éventuellement, voilà, on s'était rapproché d'elle pour qu'elle nous fasse éventuellement une présentation lors d'un webinaire. Et puis, il se trouve que les aléas nous ont amenés jusqu'au docteur Costra, qui a accepté de nous rejoindre pour parler des perturbateurs endocriniens. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien, même si bien évidemment on y reviendra en détail. Voilà, c'est une molécule qui mime, bloque, modifie l'action d'une hormone et perturbe le fonctionnement hormonal d'un organisme, et qui donc peut causer différentes formes de pathologies, des maladies neurodégénératives, du diabète, des pathologies de la thyroïde, des troubles de la fertilité et bien d'autres, et on y reviendra sans doute. Et voilà. Et donc, le docteur Costra qui est avec nous est un médecin généraliste qui est basé à Saint-Raphaël, qui a étudié à la faculté de médecine de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui a une orientation en endocrinologie, pathologie de la thyroïde, voilà, médecine des voyages et consultation périconceptionnelle, et autour de la stérilité également. Voilà, il est enseignant et maître de stage pour des facultés à Nice, Sophia Antipolis, c'est toujours l'actualité. Il est directeur de 2 thèses sur les consultations préconceptionnelles et les perturbateurs endocriniens. Et puis, il est investi au sein de l'association humanitaire Les Médecins du Shingetsi Paikban, qui agit pour les populations démunies, pour apporter des soins en Mauritanie et au Laos. Voilà, peut-être que vous aurez l'occasion de faire une aparté à ce sujet. Mais voilà, donc du coup, je vous laisse la parole, vous présenter peut-être brièvement si j'ai oublié des choses, et puis Non, non, mais on aura votre présentation. Avec... Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien là, déjà ça va bien? Très bien. Très bien. Donc, tout d'abord, merci à l'association Nous voulons des coquelicots et à Charlie Hebdo indirectement d'avoir relayé aussi tout ce mouvement. Je remercie aussi Christine Brunier, Jean-Paul Thomas et vous tous de m'avoir fait confiance et de me permettre de prendre la parole. J'en profite pour féliciter Anne-Sophie Cardin pour la qualité de sa thèse sur les perturbateurs endocriniens. J'en étais le directeur de thèse et elle a fait un travail absolument exceptionnel et je tenais vraiment à la remercier. Donc ce soir, on aura une présentation un peu longue. Vous pourrez en disposer donc sur YouTube ou sur Facebook. Alors, elle pourra paraître peut-être un peu facile pour certains ou difficile pour d'autres. Si certains médecins ou pharmaciens m'écoutent, ça sera peut-être un peu trop facile pour eux. Et pour le grand public, peut-être un peu complexe. Mais c'est difficile d'arriver à s'adapter. J'organise souvent des conférences pour les lycées, pour les facs de médecine, les facs de pharmacie. À ce moment-là, j'adapte. Mais je ne suis pas sûr de bien cibler exactement le public. C'est un sujet évidemment très d'actualité. Il n'y a pas une journée où les médias n'en parlent pas. On parlera tout à l'heure encore d'un article du Monde et l'influence du lobbying à Bruxelles sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Là, je vais faire défiler. Oui.
Voilà, donc des drames d'hier à ceux de demain, parce qu'on a la mémoire courte pour tous les drames des perturbateurs endocriniens qu'on a pu vivre. Hein. On reparlera sans rester trop longtemps dessus, sur le drame de l'agent orange, par exemple, qui est absolument dramatique, donc, et sans parler de tous les problèmes de pharmacovigilance avec les médicaments. Alors, ce que je vous propose, en fait, on parlera il y aura 6 chapitres, si vous voulez, où en premier, on parlera de la thyroïde qui est particulièrement impactée et qui est vraiment pour moi un sujet d'intérêt. Et vous allez comprendre pour quelles raisons je en parle en premier. Ensuite, on regardera les perturbateurs endocriniens un peu plus au sens large, avec leurs différentes actions, entre autres chez l'homme, chez la femme, sur l'impact sur le plan diabétologie, l'impact sur les pathologies neurologiques, les inégalités nord-sud, non pas pour dire que les pays du sud sont plus pauvres que le nord, c'est un lieu commun, mais malheureusement, les choses vont s'aggraver de plus en plus pour les pays du sud. Et je travaille moi, régulièrement en Haïti, Laos, Mauritanie, Madagascar, où je peux malheureusement régulièrement voir les effets de tout ça. On envisagera la nutrition parce qu'il y a une relation directe perturbateur endocrinien et nutrition. Et puis, j'évoquais tout à l'heure l'agent orange, le drame du Vietnam, du Laos, du Cambodge pendant la guerre, parce qu'on sait maintenant qu'il y a un effet épigénétique. C'est-à-dire quand on est exposé aux perturbateurs endocriniens, on expose malheureusement les générations à venir. Alors, pour essayer de vous donner des éléments importants, il est, sans être très pessimiste, pour beaucoup d'entre nous, les dés sont joués, mais c'est surtout la période périconceptionnelle qui est importante et c'est vraiment une période pour laquelle il faut se fixer et pour lesquelles surtout on a des conséquences très pratiques pour avoir une action positive. Donc, concernant la thyroïde, beaucoup de nouveautés pour la thyroïde en 2021. C'est le chef d'orchestre de l'organisme. Or, tout le monde pense thyroïde, carence en iode, crétin des Alpes, Tchernobyl. Vous voyez, ce sont un peu le grand public reste fixé un peu là-dessus. On peut parler de crétin, peut-être 2 milliards sur les 6-7 milliards qu'on peut être sur Terre. Crétin au sens médical du terme, hein, c'est-à-dire un QI un peu diminué. Et ça, on sera amené à en reparler tout à l'heure. Alors, on parle beaucoup de radioactivité. Tout le monde a en mémoire l'accident dramatique de Tchernobyl, l'accident plus récent au Japon. Mais il faut bien comprendre, et ce que je vous dis est validé, que c'est la radioactivité qu'on a pu avoir avec les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, si vous voulez, c'est quasiment dérisoire par rapport à ce qu'on a connu par les essais nucléaires atmosphériques dans les années 60, vous voyez, entre 45 et 80. Hein, donc, sortez de l'idée qu'il y a Tchernobyl, Hiroshima, Nagasaki, qui malheureusement sont des accidents absolument dramatiques, mais il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on a pu faire entre-temps sont dramatiques et on en essuie encore les plâtres. Hein. Donc, oui, et entre autres, toutes les hypothyroïdies qu'on peut voir entre 45, pour les femmes nées entre 45 et les 60, peuvent en partie être expliquées. Alors, 2 livres très intéressants, où il y en a beaucoup plus, 3 ou 4, un en anglais que vous voyez sur l'écran, et puis vous avez surtout 2 livres, dont un dernier, En finir avec la thyroïdite d'Hashimoto, d'un ami qui est endocrinologue à Bruxelles, Benoît Claes, qui mettent bien en avant tous ces problèmes de thyroïde. Hein, donc parce qu'il n'y a pas une personne autour de vous qui n'a pas une histoire de thyroïde, et c'est vraiment hyper fréquent. Alors attention, cette synthèse est aussi complexe qu'un mécanisme d'horlogerie et la moindre erreur va avoir des conséquences en chaîne et vont avoir des conséquences exponentielles. Donc même une carence minime au tout début de la grossesse va avoir des conséquences absolument dramatiques et d'autant plus dramatiques que ces conséquences vont être potentialisées par les perturbateurs endocriniens. Alors déjà, il y a 30, 40, 50 ans ou un siècle, quand les Suisses se sont aperçus de ce problème et ont rajouté de l'iode dans le sel, on avait fait la relation entre crétinisme, goitre et carence en iode. Ça date d'il y a un siècle. Mais le coup de grâce qu'on a actuellement,
et c'est validé par les travaux du professeur Barbara Domenech, qui est au Muséum d'histoire naturelle et au CNRS, on sait maintenant que ces carences en iode et d'autres cofacteurs potentialisent les effets des perturbateurs endocriniens. Donc, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, limiter la casse, la première chose, déjà, ça va être de vérifier et de se supplémenter en iode. Et ne croyez pas qu'en habitant au bord de la mer, on va résoudre les problèmes. Donc, c'est ce que je vous disais, ces carences vont exacerber les effets de tous ces produits. Alors, attention, parce qu'on parle de l'iode, mais pour ceux qui ont de vieux souvenirs de chimie, sur le tableau de Mendeleïev des éléments, vous avez le fluor, le chlore, le brome qui se trouvent tout à fait à côté. Donc, si vous êtes en contact avec du chlore, par exemple, si vous êtes l'eau de Javel, des bains en piscine chlorée, si vous utilisez beaucoup trop de brome, et malheureusement, il y en a dans beaucoup de produits chimiques, des produits anti-feu pour tous les sièges où vous êtes assis, les moquettes, ainsi de suite, le fluor, à bannir aussi, eh bien, tous ces produits ressemblent à l'iode et vont dans les réactions biochimiques modifier les réactions biochimiques à l'intérieur des cellules et des sites d'action et vont singer le métabolisme de l'iode en ayant des effets paradoxaux. D'accord. Autre chose, il faut aussi être très prudent. Oui, ce que je disais, il faut être très prudent aussi. Le brome, vous en avez partout. Je vous donne un exemple d'un anxiolytique qu'il faut évidemment bannir, qui s'appelle le bromazépam, le Lexomil. Bien, vous avez une double peine, par exemple, avec ce médicament. Vous avez une benzodiazépine qui déjà va avoir un effet dramatique pour votre cerveau, votre mémoire, vos troubles cognitifs, mais qui en plus va être potentialisé par une partie de brome qu'il y a dans la molécule. Donc pour ça, tout ça pour vous donner un exemple. Si vous baignez en piscine ou si une femme enceinte se baigne dans des piscines bourrées de chlore, il n'est pas dit que ça soit une bonne chose. La natation est excellente, mais pour promouvoir les bébés nageurs dans des piscines chlorées, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Alors, autre cofacteur évidemment qui interviennent et qui potentialisent, augmentent les effets des perturbateurs endocriniens, ça va être les carences en zinc et sélénium. Alors, on parle énormément actuellement du zinc avec l'épidémie de Covid où le zinc rentre dans toutes les réactions enzymatiques pour l'immunité. Mais attention, le zinc et le sélénium sont des éléments majeurs pour toutes les réactions enzymatiques permettant de transformer l'iode en hormone thyroïdienne. Et au passage, c'est l'hormone thyroïdienne qui va faire le cerveau de votre bébé. Sans oublier les autres vitamines importantes que j'ai énumérées et les carences en fer. Attention évidemment aux métaux lourds. On est encerclé de métaux lourds. Pour vous dire la vérité, moi, pour mes patients, je n'ose même plus actuellement les doser. J'en ai beaucoup de patients le réclament. Et au début, il y a encore quelques années, ça fait maintenant plus de 40 ans que je fais de la médecine, il y a encore quelques années, je le demandais très souvent, mais on a quasiment systématiquement des taux élevés d'arsenic et de cadmium actuellement, sans parler du plomb, vous voyez, d'autres métaux lourds. Donc, c'est absolument dramatique et ces métaux lourds agissent comme perturbateurs endocriniens aussi. Je vous note que vous retrouverez pour ceux qui auront la curiosité de reprendre ce PowerPoint. Je vous laisse toutes les références bibliographiques et je suis à votre disposition. Tout ce que je vous dis est validé. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires, j'ai oublié de vous le dire en début de présentation. Et tout ça est validé. Là, vous avez une étude dans le Lancet, par exemple. Je vous donnerai d'autres études intéressantes. Et il faut bien comprendre que ces hormones thyroïdiennes existent dans toutes les espèces. Ce n'est pas propre à l'espèce humaine. Encore des présentations, vous voyez. Donc, c'est bien pour vous dire que tout ça est validé dans tous les congrès, toutes les présentations. Et c'est ce qui fait un peu le drame, par exemple, de la prise de position hier que vous aviez dans les journaux et dans le monde d'hier, où la EFSA, c'est-à-dire l'Autorité européenne de sécurité des aliments, essayait de minimiser par un lobbying intensif à Bruxelles le rôle de ces perturbateurs. Alors, en essayant de dire, et l'éternel argument, on n'a pas assez d'éléments
on demande de nouvelles études. Donc, cette façon de botter en touche, on la connaît depuis 30 ans avec Monsanto et autres. Il faut arrêter de jouer là-dessus. Tout est validé depuis actuellement une trentaine d'années, les premiers travaux de Theo Colborn aux États-Unis. Une thèse pour ceux qui sont particulièrement intéressés par le sujet, qui est une véritable bible pour ce domaine. Je vous encourage à la regarder. Tim Korevaar est hollandais, c'est de la faculté de Rotterdam, et là, il a fait récemment une thèse magistrale sur cette thyroïde et les effets dramatiques thyroïdes, perturbateurs endocriniens, et comme vous allez le voir tout à l'heure, tous les effets malheureux qu'on a pour le QI des enfants et la descendance. Il faut bien comprendre que la thyroïde est une pathologie aussi fréquente que les pathologies au niveau de l'œil. Regardez autour de vous le nombre de personnes qui ont des lunettes. Eh bien, les problèmes thyroïdiens sont aussi fréquents et on n'a que le sommet de l'iceberg. Tout le problème et toute la difficulté va être de convaincre nos confrères médecins de faire les diagnostics corrects avec les nouveaux examens d'hypothyroïdie fruste, qui sont absolument dramatiques déjà pour les patients qui vivent épuisés et fatigués, et je ne vous énumère pas les 30 symptômes de l'hypothyroïdie, mais qui surtout vont donner des enfants beaucoup plus souvent autistes, hyperactifs ou crétins au sens médical du terme. L'alcool, toujours, évidemment, va intervenir et va potentialiser les effets sur la thyroïde. Alors, tout le monde sait que l'alcool chez une femme enceinte, mais par ailleurs, chez la femme enceinte, comme chez quelqu'un qui a une thyroïde qui ne fonctionne pas bien avec une carence en iode, l'excès d'alcool sera absolument dramatique. Alors, ce que je vous propose, on peut peut-être faire une pause un instant sur ces effets de la thyroïde, l'interrelation iode, thyroïde, perturbateur endocrinien, avant de parler vraiment des perturbateurs endocriniens et des autres effets. Mais vous avez bien compris que la thyroïde est ma passion depuis des années et je préférais en parler en premier. Très bien. Donc, il faut quand même préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on essaiera de partager ensuite, après ce webinaire, tous les liens et toutes les sources qui sont partagées ce soir. Vous les retrouverez dans les commentaires de ce Facebook Live et de la vidéo sur YouTube. Et donc, on va pouvoir peut-être, Valérie, je me tourne vers toi, oui. Voir s'il y a des premières questions. Bonsoir à tous. Alors, les premières questions portent vraiment sur les produits où on trouve. Voilà, alors là, on va en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. On me demandait quels sont les produits courants contenant des… Alors, je vous donnerai les liens aussi à la faculté de Caen qui a sorti, je vous l'ai envoyé il y a quelques jours quand on a préparé notre soirée, je vous ai envoyé des documents, entre autres, cette fac de médecine a sorti des papiers particulièrement intéressants que vous pouvez diffuser et qui reprennent tous les produits, les indications. De mon côté, je vous ai fait suivre aussi une fiche sur les perturbateurs endocriniens et cosmétiques. Et là, je reprends tout. Alors, je ne peux pas vous les énumérer parce qu'on va perdre tout notre temps, mais tout est à votre disposition, évidemment. On va diffuser. Et dans la même question, on me dit, est-ce qu'on en trouve dans l'eau de boisson, l'eau du réseau, l'eau en bouteille? Oui, évidemment, tout à fait. Ouais. Vous avez bien vu que maintenant, on recherche le Covid dans toutes les eaux usées, partout. Oui, non, évidemment. Oui. Ok. Mais je pense qu'on peut enchaîner sur les perturbateurs endocriniens, je pense. Ouais. Bon, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions à les poser. Et puis, Valérie, qui est avec nous, transmettra en direct et on essaiera d'y répondre. Okay. Surtout, monsieur Kosra. Donc, alors, les perturbateurs endocriniens, bon, c'est assez diabolique comme produit. Là, je vous donne une photo prise en Charlie Hebdo assez cynique. Mais c'est pour voir, vous voyez un petit peu, vous en avez une deuxième repris quand à l'époque des coquelicots dans Charlie Hebdo, c'était des dessins qui étaient particulièrement suggestifs. Alors, vous avez une échographie, là par exemple, une radiographie du ventre d'une femme enceinte actuellement, ne croyez pas que j'exagère, c'est un peu ça. Le placenta n'est pas un filtre mais une éponge. Alors, une femme, entre autres, pour parler de la femme, l'homme aussi, mais c'est la femme qui va garder le bébé. Donc, vous allez commencer par vous intoxiquer par la bouche. Vous pouvez vous intoxiquer en respirant tous les
les perturbateurs endocriniens que vous avez dans la pollution aérienne par la peau. La peau va énormément aussi être un facteur important, d'où l'intérêt du choix des cosmétiques. L'accumulation dans le lait, l'accumulation ensuite par le cordon ombilical, par le placenta et l'intoxication du fœtus. Et puis le fœtus va encore plus s'intoxiquer par l'allaitement. Donc sortez de l'idée qu'un bébé est protégé par son placenta, sûrement pas, au contraire. Hein. Alors, aucun bébé ne doit naître ou ne devrait naître prépollué parce que malheureusement, actuellement, on le sait, toutes les femmes enceintes et tous les bébés sont pollués. Donc, c'est dramatique avec les différentes classes thérapeutiques dont on parlait tout à l'heure, les retardateurs de flammes bromées. Bon, entre autres, ce sont tous les produits que vous pouvez utiliser comme anti-flammes. Vous pouvez avoir beaucoup plus de précision pour ceux qui ont un papier et un crayon en regardant le film Demain tous crétins, qui est particulièrement intéressant. Vous avez des interviews du professeur Barbara Domenex, qui est certainement la personne actuellement au monde qui connaît le mieux les perturbateurs endocriniens. Et il y a 5 ou 6 interviews dans ce film Demain tous crétins, que vous pouvez trouver sur YouTube ou le télécharger pour quelques euros. Et là, vous allez comprendre un peu le problème des retardateurs, des composés perfluorés, les dioxines, entre autres, c'est l'agent orange, la super eau de Javel déversée par millions de litres dans le sud-est asiatique, les parabènes, que vous voyez aussi un peu partout, on en parlera tout à l'heure, pesticides, biphénol, vous voyez les nanoparticules, phthalates, PCB, ça ce sont tous les noms dont vous entendez parler tout le temps. Pour vous montrer, je vais aller très vite sur cette diapo, que vous voyez une étude qui a été proposée par Santé publique France et qui a été étudiée, vous voyez que quasiment toutes les femmes, regardez les taux sur la droite de l'écran, hein, les taux sont pratiquement à 80-100%, vous voyez, on est tous intoxiqués par ces perturbateurs endocriniens. Attention, le DDT ressemble sur le plan chimique énormément aux œstrogènes et à la testostérone, hein, les hormones mâles et femelles, et tous ces effets ont des effets rémanents, les effets du DDT. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on ne l'utilise plus qu'on en est sorti. L'agent orange, moi qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille au Laos, j'ai donné beaucoup de conférences au Vietnam, à la faculté de médecine de Da Nang et de pharmacie, où à Da Nang, c'est au milieu du Vietnam, c'est l'endroit où malheureusement les Vietnamiens ont le plus trinqué pendant la guerre du Vietnam, et l'agent orange tue encore et a encore des effets rémanents. Vous avez dans le Charlie Hebdo de cette semaine, on parle du procès historique qui s'est tenu à Ivry le 25 janvier, il y a quelques jours, avec Tran To Nang, qui est cette Vietnamienne qui essaye de faire reconnaître le drame des perturbateurs endocriniens agent orange et essaye avec ce procès, avec ses avocats, de convaincre Monsanto à verser des indemnités en dommages de guerre. Alors c'est loin d'être gagné. Ce procès, normalement, on aura les résultats de ce procès au mois d'avril-mai. Et toute cette histoire est bien relatée dans la dernière revue. Alors, il faut bien penser que c'est absolument dramatique ce que peuvent vivre actuellement les Vietnamiens, Cambodgiens et Laos. Et on mesure justement, même maintenant, à la 3e et 4e génération, le drame de ces perturbateurs endocriniens. Alors attention, hein, évitez d'être des grosses vaches. Enfin, c'est un peu choquant cette image, hein, parce que à force de vous gaver de lait, de laitage, vous allez augmenter votre taux d'œstrogène, et plus vous allez avoir d'œstrogène, plus vous allez risquer des cancers du sein, chez l'homme des cancers de la prostate, des problèmes qu'on va énumérer tout de suite après. On parle un instant des travaux de Paracelsus au XVIe siècle pour bien comprendre que malheureusement, c'est complètement has-been, c'est complètement périmé. Jusqu'à maintenant, on pouvait penser que plus
une substance était en quantité importante dans un organisme, plus elle allait avoir des effets toxiques. Alors, c'est évidemment encore vrai, mais maintenant, il faut vraiment tenir compte, vous voyez, de l'effet cocktail, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un produit qui aura peu d'effets biologiques, un deuxième qui aura peu d'effets biologiques, vous les associez et ils vont exploser. Alors ça, c'est cet effet cocktail. On en parle de plus en plus aussi et on parle aussi d'un deuxième en toxicologie effet absolument majeur, qui est la notion de fenêtre d'exposition. Vous avez l'effet cocktail d'un côté et la notion de fenêtre d'exposition. Je vous donne un exemple. Chez une femme enceinte, par exemple, au tout début de la grossesse, dans les troisième semaines de la vie intra-utérine, c'est-à-dire qu'une femme ne sait pas encore qu'elle est enceinte, elle n'a pas encore son retard de règles. Eh bien, si elle se retrouve exposée à des perturbateurs endocriniens, entre autres, je vous parlerai tout à l'heure du paracétamol, eh bien, vous pouvez avoir des effets catastrophiques et des effets qui vont intervenir à des doses qui vont être 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000 fois plus faibles que les effets biologiques qu'elle aurait en fin de grossesse. Ce qui veut dire pour la même dose de produit, si vous êtes exposé au début de la grossesse, vous allez avoir des effets dramatiques avec par exemple des anomalies génitales dont on va parler, alors que si on prend le même produit 8 mois après, on n'aura aucun effet biologique. Donc il faut vraiment tenir compte de la fenêtre d'exposition. Et cette fenêtre d'exposition, elle est importante pendant la grossesse, surtout au début, importante à la puberté. C'est un moment aussi particulièrement important, la puberté, avec la genèse des gamètes, des spermatozoïdes et les premières ovulations. Vous avez un livre qui reprend tout ce que je vous ai expliqué. Je vous encourage à le lire. Il est en français et en anglais. Là, vous avez la version anglaise, mais c'est Toxic Cocktail, c'est le même nom, de Barbara Domenech. C'est un gros bouquin qui reprend tout, avec toutes les références bibliographiques et qui vous explique tous les enjeux dont on vient de parler, dont on va parler. Pour bien comprendre que tous ces travaux sont actuellement bien mis en évidence, vous avez Jean-Baptiste Fini, qui est un des bras droits de Barbara Domenech, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle et au CNRS. Donc, c'est l'enjeu de cette prochaine décennie. Toutes les publications montrent justement tout ce que je vous explique. Je ne vais pas vous noyer de références bibliographiques. Pour vous dire qu'on en parle de plus en plus, la première page du Times, par contre, ils ont malheureusement très mal expliqué les choses. Donc, ce n'est pas comment les 9 mois de la grossesse, c'est la période périconceptionnelle. Le 3e mois, moi, quand une femme vient au cabinet toute contente avec un test de grossesse positif, je fais semblant d'être content et je la félicite, mais le mal est fait, c'est dramatique. Donc, tout va se jouer dans les 3 mois qui précèdent et dans le 1er mois. Alors, vous avez tout intérêt après à rester vertueux, évidemment, en vous éloignant des perturbateurs et de faire attention et d'avoir une vie saine. Mais il faut bien comprendre que c'est au tout début que les choses vont se jouer et non pas les 9 mois, comme le signale ce tabloïd. Encore d'autres éléments, vous voyez, d'autres références bibliographiques que je vous laisse pour ceux qui voudront aller un peu plus loin dans la démarche après cette réunion. Pour vous expliquer tout à l'heure le drame qu'on a, à la fois le drame médical, le drame social et surtout le problème qu'on peut avoir sur le plan des réglementations françaises, européennes et aux États-Unis, que ce soit la FDA, les réglementations à Bruxelles comme nos réglementations en France, c'est l'illustration dans le sud de la France pour prendre le drame de Fos-sur-Mer, où actuellement, à côté de Marseille, vous avez Fos, où toute la région de Fos a énormément de leucémie, de diabète, d'anomalies génitales. Ça devient un fléau et vous allez voir ce qui va sortir dans peu de temps. On va en parler de plus en plus. Individuellement, chaque industriel répond aux normes. On ne peut rien leur reprocher. Et puisque vous avez dans un endroit une véritable soupe où tout est mélangé, on a une illustration vraiment de l'effet cocktail. L'effet cocktail à un grandeur nature. Alors, d'autres exemples dans le monde existent, je ne vais pas vous les énumérer, ce n'est pas ce qui manque. L'effet de compensation, donc c'est vrai que ces perturbateurs endocriniens, dans certains cas, n'auront pas les effets aussi puissants que directement les mêmes hormones.
Hein, c'est comme si vous enfoncez un clou avec un tournevis. Vous arrivez en tapant fort un petit peu à l'enfoncer, peut-être pas complètement. Hein, ce qu'on appelle l'effet de compensation. C'est-à-dire que vous allez avoir des effets plus ou moins importants avec les perturbateurs endocriniens. Certains vont avoir des effets majeurs, d'autres beaucoup moindres. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'un problème dramatique qui sont les malformations génitales en premier chez l'homme, après chez la femme. Le gros problème des micro-pénis qu'on a actuellement. On a des bébés qui naissent non pas avec des pénis normaux de la taille d'un bébé, mais avec de tout petits pénis parce que les perturbateurs endocriniens pendant la vie intra-utérine ont joué sur le développement du pénis. Et ça, c'est particulièrement dramatique. Et il faut vraiment les prendre en charge tout de suite à la naissance avec des injections et un tout petit peu de testostérone. Sinon, ils resteront avec des micro-pénis. Pour vous dire que dans la nature, les alligators ont maintenant des pénis tellement petits qu'ils ne peuvent même plus s'accoupler. Ce n'est pas propre à l'espèce humaine. Vous imaginez que tous les mammifères sont pris de fouet par ces problèmes. Sans parler micro-pénis, tous les problèmes pour un jeune homme, vous imaginez dans sa vie personnelle, sexuelle, ce que ça pourra donner plus tard. Un autre problème sous-estimé, j'ai encore eu des cas récemment, de cryptorchidie, c'est-à-dire les testicules qui ne descendent pas dans les bourses. C'est hyper fréquent, ça a toujours existé, mais ça l'est de plus en plus. Les testicules sont faits pour fonctionner à 34 degrés puisqu'ils sont dehors. Quand on était à l'époque des hommes des cavernes, on courait dehors tout nu et les testicules étaient à 34. Maintenant, ils sont surchauffés par des slips qui serrent, des ordinateurs posés sur les genoux toute la journée et évidemment les perturbateurs endocriniens. Alors, perturbateurs endocriniens donnent cryptorchidie, c'est-à-dire que les testicules ne descendent pas. Et tout ça, ces testicules, attention, ça va faire des enfants, des garçons stériles, et vous allez faire exploser le risque de cancer du testicule. Et une notion très moderne, actuellement, ce sont les cryptorchidies secondaires. Ça, j'insiste beaucoup auprès des médecins qui peuvent m'écouter, parce qu'on passe à côté complètement. C'est-à-dire que vous avez un enfant à 2, 3, 4 ans qui a des testicules dans les bourses, tout va bien. Et après une dizaine d'années d'exposition aux perturbateurs endocriniens, les testicules vont remonter. C'est-à-dire que vous le retrouvez à 12-13 ans, il a ces testicules qui sont remontés en position intra-abdominale. Alors évidemment, vous imaginez les conséquences pour la fertilité et pour les cancers. Donc il faut faire particulièrement attention dans la période péripubertaire à ces testicules. Je vous donne un exemple sur les cryptorchidies et l'effet des perturbateurs endocriniens. La diapo est de mauvaise qualité, je m'en excuse. C'est le rôle du paracétamol. Regardez, je vous passe 3 diapositives. Hein, si on prend du paracétamol pendant la période intra-utérine, c'est un scoop que je vous dis. Et actuellement, la Haute Autorité de Santé, les services de pharmacovigilance ne veulent pas en parler, c'est dans toutes les publications. Le paracétamol est contre-indiqué chez la femme enceinte parce que vous majorez les risques de cryptorchidie, c'est validé. Alors, on est bien embêté, une femme enceinte qui a une rage de dents ou une colique néphrétique, eh ben, on ne sait plus quoi lui donner, ou on peut lui donner un peu de morphine, oui, mais il faut bien s'en rendre compte et il faut le dire. C'est-à-dire, un exemple, une jeune femme qui ne sait même pas qu'elle est enceinte va voir un dentiste pour une rage de dents, elle prend 3 ou 4 grammes de paracétamol à 3 semaines de grossesse, eh ben, vous voyez le résultat. Hein. Donc, je vous donne ces exemples pour vous dire, soyez hyper prudents, même avec des molécules qu'on croit absolument inoffensives. Et heureusement, actuellement, vous les avez que sur ordonnance maintenant dans les pharmacies en France. Autre problème très, très fréquent, les hypospates dus aux perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que l'urètre n'est pas bouché à l'extrémité du pénis, mais va s'aboucher en dessous. Et il va falloir imposer à ces enfants des chirurgies réparatrices. Vous imaginez des déformations du pénis avec, j'ai vu un petit garçon qui a eu jusqu'à 15 reprises chirurgicales sur son pénis. Hein. Et ça, c'est des choses fréquentes parce que c'est le bourget génital qui ne se referme pas bien pendant la vie intra-utérine à cause des perturbateurs. L'effondrement de la fertilité et les cancers du testicule, hyper fréquent. Regardez le nombre de couples hypofertiles ou stériles actuellement. Donc, je vous donne un exemple ici, par exemple, avec l'association chlore et testostérone chez les enfants qui sont exposés beaucoup trop souvent aux perturbateurs endocriniens et au chlore en piscine. Alors, c'est très bien la natation, moi je suis tout à fait d'accord,
mais faire 4 entraînements dans les piscines bourrées de chlore chez un ado, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Attention au désir sexuel, évidemment, qui va être effondré puisque les taux de testostérone interfèrent. Donc ça aussi, un sujet toujours un peu tabou, mais ça joue énormément sur la testostérone et sur la sexualité. Parce que les perturbateurs endocriniens vont interférer sur la testostérone, qui est l'hormone des hommes. Ça va faire tomber le taux de testostérone et ça va jouer évidemment sur le désir. C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens vont jouer sur la fonction exocrine du testicule, c'est-à-dire la sécrétion des spermatozoïdes, et la fonction endocrine, c'est-à-dire la sécrétion de testostérone. Et ça va donc entraîner des problèmes sexuels. Alors, je vous ai mis une citation de Woody Allen un peu ironique, hein, mais pour bien faire comprendre que le désir sexuel va s'effondrer. Et bon, c'est un clin d'œil. Et j'avais présenté ça en anglais au Laos, ça avait fait un scandale. Donc, je peux le présenter en France parce que c'est une chose qu'on peut encore lire, mais dans des pays très puritains, c'est assez difficile. Alors, vous voyez ici au microscope les photos de vos spermatozoïdes. Hein, ça aussi, c'est une image. Vous avez des formes à la fois tératospermies, c'est-à-dire des formes complètement dénaturées de spermatozoïdes, des formes complètement asthéniques, et les chiffres vont complètement s'effondrer. Dans 1 millilitre de sperme, vous devez avoir environ 150 000 spermatozoïdes. Actuellement, on peut être facilement entre 20, 30, 50 000. Et tout ça en une génération. On peut même soi-même vérifier le nombre de spermatozoïdes qu'on peut avoir dans son sperme avec des tests que vous trouvez librement en pharmacie. Il n'est pas dit que ce soit une bonne idée pour un ado parce que vous allez énormément le stresser. Alors, tout à l'heure, je vous avais une diapositive très médiocre que vous voyez, qui est en fait une photo du Vidal, qui est le dictionnaire des médicaments des médecins, pour vous montrer par exemple que la pilule contraceptive augmente elle aussi comme perturbateur endocrinien les protéines qui transportent la testostérone, le cortisol et la progestérone, et vous allez vous retrouver avec des problèmes aussi, pour enchaîner avec les problèmes de la femme, des problèmes par exemple avec la contraception hormonale et des pertes complètes de libido, qui existent chez l'homme comme chez la femme. Là, vous avez une étude de la revue Prescrire, qui est complètement indépendante des laboratoires, une étude de l'Organisation mondiale de la santé à propos de quasiment 700 femmes, pour vous montrer l'importance sur la libido. Donc, attention aussi donc, à tous les ordinateurs, tout ce qui est trop proche et qui peut chauffer les testicules. On parle actuellement énormément, vous avez vu dans la presse, des troubles de l'identité de genre. Hein, ce sont des enfants, des jeunes ados, des adultes jeunes qui ne savent pas s'ils sont des filles ou des garçons. Ils ont souvent des anomalies génitales et dans leur tête, est-ce qu'il y a eu une imprégnation hormonale qui fait que tout ça peut entraîner une trouble de l'identité de genre quand ils se retrouvent à 7, 8, 10, 15 ans? Là, il y a un énorme point d'interrogation, mais on peut quand même se poser beaucoup de questions. Regardez cette diapo de Daphné Capella, avec que j'ai rencontré et qui a sorti un travail particulièrement intéressant du CNRS pour montrer la vulnérabilité du circuit neural impliqué dans l'expression du comportement sexuel mâle suite à l'exposition adulte à des faibles doses de phtalate. C'est-à-dire les perturbateurs endocriniens vont imprégner le cerveau des femmes enceintes. Et est-ce que, point d'interrogation, mais on l'a bien validé chez les enfants, ça ne va pas donner les troubles de l'identité de genre qu'on observe? Alors, ça a toujours existé, ces troubles. À l'époque romaine, partout, on en a toujours parlé. Actuellement aussi, les bouches se délient, on en parle de plus en plus. Mais il est très probable qu'en relation avec la signalisation thyroïdienne, on puisse expliquer tout ça. Alors, par ailleurs, on est très embêté, je vous expliquais tout à l'heure, qu'on a des enfants qui ont des tout petits pénis, des enfants qui naissent en étant pseudo-hermaphrodites, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si on doit les déclarer hommes ou femmes. C'est-à-dire qu'on a une 3e case maintenant sur les bulletins de naissance avec sexe indéterminé. Et regardez un article du Monde qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a très peu de temps, vous avez actuellement entre 0,2% et jusqu'à 2% dans les régions polluées d'enfants qui naissent et on ne sait pas comment les déclarer à l'état civil. Vous avez un hermaphrodite, c'est-à-dire est-ce que c'est une fille avec un gros clitoris, est-ce que c'est un garçon avec un tout petit pénis, on ne sait pas.
cancer de la prostate, pour parler encore une dernière fois de l'homme, avec des photos de palmiers pour vous expliquer que malheureusement, les Antilles françaises sont les champions du monde à cause ou grâce au chlordécone qu'on utilise pour la culture de la canne à sucre, des bananes là-bas. Et ils ont une terre qui va être polluée pour plus d'un siècle et ils sont les champions du monde des cancers de la prostate. Mais vous avez compris, j'en ai parlé il y a un instant, les femmes ne sont pas épargnées. Les pubertés très précoces, hein, on voit souvent des petites filles qui, dès l'âge de 6-7 ans, ont des seins et des premières règles à 9 ans. Et les premières règles à 9 ans, vous imaginez les conséquences médicales, sociales, sociétaux. Le cerveau d'une fille de 9 ans n'est pas prêt à avoir de premières règles et d'avoir un corps de femme. Les cancers du sein, regardez autour de nous tous les cancers du sein qu'on peut voir. On est inondé de ces cancers du sein dans toutes les consultations qu'on a actuellement. Je vous montre une photo qui va vous paraître bizarre. Le nord de la France, la région de Lille et le sud de la Belgique, un peu comme pour la prostate aux Antilles, on a le privilège d'être les champions du monde pour les cancers du sein. Parce qu'on utilise beaucoup de frites, par exemple, des graisses polysaturées, beaucoup de bière avec des perturbateurs endocriniens dans la bière et des œstrogènes-like dans le houblon de la bière. Et puis les moules, pour vous donner un exemple, qui sont un filtre merveilleux pour retenir tous les perturbateurs endocriniens. Donc là, on a malheureusement ce privilège. Contraception hormonale et cancer du sein, il faut bien comprendre que vous allez potentialiser les risques de cancer du sein par des œstrogènes, parce qu'on a déjà des œstrogènes-like par les perturbateurs endocriniens. Si en plus vous en prenez avec vos contraceptifs, vous avez tout gagné. Alors, autant regardez cette publication de la revue Prescrire qui reprend des éléments absolument validés. Vous avez au milieu de la diapo, les femmes ont un risque de 20% plus élevé de cancer du sein invasif. Vous avez les références bibliographiques. La revue Prescrire, ce sont eux qui ont levé le lièvre. Ça fait 30 ans que je suis relecteur de Prescrire, qui ont levé le lièvre du drame des drames récents qu'on a eu avec la dépakine et avec d'autres molécules dont on a beaucoup parlé. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans le cas de figure d'il y a une trentaine d'années avec la pilule. Actuellement, une jeune femme ne doit pas utiliser de stérilet hormonal ou de pilule œstroprogestative, ou peut-être maximum 1 an ou 2. Mais là, il faut qu'elle soit bien au courant sur les risques de dépression, cancer du sein, libido, parce que tout ça va être potentialisé par la soupe de perturbateurs endocriniens qui nous entourent. Une image cynique de Monsanto, hein, donc ne buvez pas, donc nous sommes seuls habilités à vous fournir un cancer de qualité. Hein, c'est ce que peuvent vous confirmer les Vietnamiens. Attention, une chose qu'il ne faut pas dire aux femmes actuellement, parce qu'on les vexe, mais c'est dramatique, l'horloge biologique tourne très très vite. Elle se retrouve, il y a énormément d'hypofertilité. Moi, je travaille beaucoup sur l'hypofertilité, entre autres sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de consultations où j'ai listé 21 cas, 21 points qu'il faut absolument cocher avant d'envisager des FIV. Et là, on peut avoir d'excellentes surprises. Les ménopauses précoces, on en voit de plus en plus souvent. Attention, c'est des ménopauses précoces. Il faut bien se rendre compte, précoce, ça veut dire 35 ans. On a de plus en plus de femmes qui ont des ovaires qui fonctionnent très mal à 35 ans. Regardez, ce n'est pas les publications qui manquent. Et vous imaginez les catastrophes d'une femme qui n'a plus ses règles 15 ans trop tôt. Les ovaires polykystiques, hyper fréquents, avec des ovaires, les syndromes des ovaires polykystiques. Hein, donc, le syndrome des ovaires polykystiques, il y a une relation directe avec le sucre, le glucose et le diabète. Donc, ce sont des femmes qui se retrouvent avec souvent des petits signes d'hyperandrogénie, des règles irrégulières, quelques petits poils qui poussent, à l'échographie, beaucoup de kystes et qui ont des troubles des règles, évidemment, qui ovulent très très mal et qui se retrouvent surtout hypofertiles ou stériles. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent avec une relation directe entre les perturbateurs endocriniens et les syndromes des ovaires polykystiques. Même chose pour l'endométriose, qui sont des greffes à l'intérieur de tout l'intérieur du ventre, du péritoine, de muqueuse utérine.
Et maintenant, on a 1 à 2 femmes sur 10 qui ont ces problèmes d'endométriose. Elles ont, dès le tout début de leurs règles, des règles hyper douloureuses qui leur empêchent d'aller au collège. Elles ont souvent des douleurs très, très intenses plus tard lorsqu'elles ont des relations sexuelles et elles se retrouvent malheureusement stériles. Donc, il faut faire les diagnostics par une IRM pelvienne dès les premières règles quand une très jeune fille a des règles hyperalgiques et pas lui donner que des bonnes paroles en lui disant que ça fait partie malheureusement du jeu et des problèmes malheureusement, toutes les femmes ont des règles douloureuses. Attention, des règles hyperalgiques qui empêchent d'aller au collège imposent en examen. On met plus de 10 ans pour faire les diagnostics d'endométriose. Et à ce moment-là, on se retrouve évidemment avec une stérilité. Il y a une relation directe endométriose, perturbateur endocrinien. Pour ceux qui sont curieux tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Les troubles, pour parler de neurologie, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, même chose avec l'autisme, il y a une relation directe perturbateur endocrinien pendant la vie intra-utérine et ces troubles déficitaires de l'attention et ces autistes. Demandez à vos amis instituteurs et professeurs dans les écoles ce qu'ils peuvent voir actuellement par rapport à ce qu'on connaissait il y a 30 ans ou 40 ans. Donc, c'est catastrophique dans les écoles. Alors après, vous aurez beau vous payer des séances d'orthophonie, de psychologue, de tout ce que vous voulez, le mal est fait. Donc tout ça doit se jouer dans toute la période périconceptionnelle. L'autisme, pour vous montrer le problème qu'on a d'hyperactivité de l'autisme, vous avez les travaux de Barbara Domenech justement sur cette diapositive. Vous voyez par exemple la courbe exponentielle entre 85 et 2014. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut être vigilant et avoir l'œil. Je vous donne un exemple très intéressant pour le Doliprane, c'est-à-dire c'est du paracétamol et c'est la forme Doliprane qu'on donne aux enfants qui ont de la fièvre. Eh bien, c'est un produit qui contient 3 parabènes toxiques, regardez ma fiche, A214, 216, 217, et de l'azorubine. L'azorubine est un produit qui est responsable d'hyperactivité de l'enfant. L'azorubine, c'est comme la carmoisine. Moi, ça fait 5 ans que je me bats avec Sanofi et je peux vous annoncer une bonne nouvelle que j'ai envoyée tout à l'heure à notre équipe là, qui nous accueille. Sanofi, maintenant, a retiré la carmoisine de la formule de son paracétamol. Ils ont fini quand même par le faire, à force de les harceler de courriers et de lettres commandées. Donc, on y arrive. Mais il reste quand même du butyrate d'éthyle dans cette saloperie, excusez-moi du mot, et 3 autres perturbateurs endocriniens. Donc, quitte à donner du paracétamol à un bébé qui a de la fièvre, choisissez d'autres formes en sachet ou en suppôt, mais pas ce sirop bourré de perturbateurs. Pour vous donner un exemple, il faut savoir lire les étiquettes. Un autre exemple, Ferrostrane, un fer qu'on donne, vous voyez l'indication en bas, pour les carences en fer, c'est hyper fréquent chez les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes après avoir accouché. L'indication, vous voyez, femme enceinte, nourrisson, jumeaux, mère carencée. Et regardez un peu plus haut, vous avez 2 perturbateurs endocriniens toxiques dedans, du parahydroxymazoate de méthyle et de propyle. Alors, est-ce qu'il est utile de donner pendant 6 mois à 1 an à une jeune fille ou une jeune femme ou à un bébé qui est carencé en fer, un perturbateur endocrinien au long terme? Donc, apprenez à lire les étiquettes. Le dioxyde de titane, même chose. Vous devez bannir les médicaments qui contiennent des dioxydes de titane, c'est évident. Pour continuer sur les autres effets particulièrement nocifs, le diabète, l'obésité, donc on sait maintenant que le diabète, bon, c'est évidemment l'excès de sucre, le problème du pancréas, ça tout le monde le sait, mais attention, c'est un effet direct des perturbateurs endocriniens. On a toutes les publications pour dire qu'il y a une relation directe perturbateur endocrinien et obésité-diabète. Vous voyez là les travaux du professeur Fénichel dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez qui est prof d'endocrino à Nice. On peut dire que c'est un nouveau diabétogène. Et vous vous retrouvez, par exemple, pour des souris, vous voyez à quoi elles ressemblent quand elles ont été exposées au bisphénol A. Donc pour vous, c'est la même chose avec les perturbateurs endocriniens que vous absorbez.
Alors, vous pouvez quand même arrêter de boire du Coca-Cola, la malbouffe, les McDo, évidemment, hein, ce n'est pas interdit. Mais il faut bien comprendre que les perturbateurs endocriniens sont des diabétogènes. Hein. Regardez les courbes qui montrent entre 1940 et 2011, l'explosion actuellement du diabète dans le monde. Et on reparlera du problème des pays en voie de développement. Hein. Alors c'est vrai que beaucoup meurent de faim par des carences et parce qu'ils se retrouvent sous-alimentés. C'est ce qu'on peut voir actuellement avec la famine actuelle qui est au sud de Madagascar, qui est absolument dramatique. Alors là, on meurt de faim en étant évidemment complètement carencé en protéines, mais on meurt surtout maintenant, entre autres dans les pays en voie de développement, et sans parler des États-Unis, d'obésité, de diabète. Autre problème dramatique, ce sont les baisses du QI, hein, avec une association directe entre le fonctionnement de la thyroïde, l'hypothyroïdie et le QI des bébés. Hein, donc ça va être un énorme problème pour les futures générations où on s'expose de plus en plus à être entouré de crétins. Alors je vous renvoie sur le film dont on parlait tout à l'heure, Demain tous crétins, qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux. Vous voyez la courbe de QI, ça c'est la courbe de Gauss du QI, où la valeur moyenne des QI sont aux alentours de 100. Et bien cette courbe, elle part sur la gauche. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de gens intelligents et de plus en plus de crétins et de moins en moins de gens intelligents. Vous voyez les courbes, de quelle façon cette courbe la courbe du bas va être déplacée vers la gauche. Hein, donc vraiment un énorme problème. Alors ça sort dans toutes les publications actuellement. Hein, c'est pas du tout quelque chose c'est quelque chose de tout à fait validé. Alors ça a un coût. Hein, chaque point de QI entraîne 2% de revenus en moins. C'est-à-dire quand on a un QI qui n'est pas très élevé, eh bien, il est évident que vous allez avoir des boulots qui sont moins rémunérateurs. Alors c'est un peu cynique ce que je vous dis, mais c'est absolument validé. Hein, on peut arriver jusqu'à 14 points de QI en moins. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est prévu pour avoir un QI de 140, hein, s'il tombe aux alentours de 115, ça va passer. Mais s'il est à 100 et qu'il tombe à 85, ben à ce moment-là, il ne dépassera pas la classe de 6e. Vous avez ce livre justement à propos du cerveau endommagé, de ces QI qui sortent toujours. C'est Barbara Domenech qui de nouveau réexplique et donne tous les éléments biologiques, les références bibliographiques pour en parler. Alors, autre problème que connaissent malheureusement bien les agriculteurs et les viticulteurs, les maladies de Parkinson. Maladies de Parkinson et perturbateurs endocriniens, avec tous les pesticides qui sont utilisés, c'est malheureusement dramatique, entre autres pour ce type de profession. Et ça, on le voit particulièrement dans le Languedoc. C'est tous les travaux de la faculté de médecine de Montpellier avec le professeur Sultan, et dans tout le Bordelais et les régions bourguignonnes. Vieillissement prématuré, ce n'est pas complètement validé, mais c'est très probable. On peut rendre hommage à Théo Colborn. Moi, c'est elle qui, il y a 33 ans, j'ai lu son livre qui était sorti il y a une trentaine d'années, et j'ai fait une relation de cause à effet avec les patients que je voyais à l'époque. Et c'est à partir de la lecture de ce livre que j'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passait. Et ensuite, malheureusement, au fil de ces dernières 30 années, j'ai pu voir les catastrophes qui nous entourent. Donc, avoir raison trop tôt expose à beaucoup de très gros problèmes, parce que Barbara Domenech, Théo Colborn, a été désavouée par tous ses pairs, elle a été ridiculisée dans tous les congrès, et elle a été heureusement réhabilitée. Le drame qu'on a actuellement, c'est le fossé entre les connaissances et les réglementations. Et il faut une génération, si ce n'est un siècle, pour arriver à faire basculer les choses. Je vous parlais tout à l'heure du lobbying intense qui est mis en évidence dans le journal Le Monde d'hier à Bruxelles sur les perturbateurs endocriniens et les réglementations. Et pour vous donner un exemple pour l'amiante, les premières publications montrant les cancers du poumon et de la plèvre dus à l'amiante datent de 1890, pas 1900, c'est-à-dire que ça va faire 120 ans. Et en 120 ans, vous avez encore des pays qui commercialisent, qui extraient, commercialisent de l'amiante. Vous voyez, 120 ans après. Donc, tout ça pour vous dire que pour l'instant, n'attendez rien de vos gouvernements et de vos réglementations.
C'est à vous d'intervenir et c'est à vous de vous méfier. Sinon, vous allez perdre une génération, si ce n'est un siècle. Une image pour vous montrer comment est pollué, par exemple, les institutions à Bruxelles, c'est l'image d'une cellule. Évidemment, c'est ironique. Et vous voyez comment on va arriver à perturber les commissaires européens, intoxiquer les systèmes pour que le noyau va arriver à envoyer de fausses informations ensuite à la Commission européenne et au règlement. Donc ça, c'est une image, vous voyez, qui vous permet de vous montrer comment interviennent avant, après, jusqu'au noyau, les différents lobbies. Quelque chose de pas drôle, les capacités cognitives pourraient être une sorte de marqueur d'exposition aux agents chimiques in utero et dans la petite enfant. En 2 mots, ce qui voudrait dire que quand vous êtes entouré malheureusement de gens un peu stupides, eh bien c'est le témoin d'une exposition aux agents chimiques. Hein? Est-ce qu'on est encore assez intelligent pour réagir et nous adapter? Je vous laisse réfléchir à ça. Vous voyez actuellement le drame de notre pandémie actuelle. Est-ce qu'on va avoir l'intelligence de réagir à ce qui vient de nous arriver et de prendre des bonnes décisions? Vous voyez, on n'aurait pas imaginé qu'en moins d'1 année, on soit au pied du mur. Alors, attention à l'amnésie historique dont je vous parlais, hein, parce qu'on oublie tout, on a une mémoire très courte. Hein, le problème de l'amiante, tout ce que je vous ai dit, et le drame du Mediator, le drame de la dépakine, le chlordécone, les cancers de la prostate, oui, tout ça, on l'oublie très très vite. C'est-à-dire, je vous refais une parenthèse pour le drame des cancers de la prostate dans les Antilles françaises, hein, qui est un fléau absolu, eh bien, on était au courant, les Américains avaient publié 17 ans avant que le chlordécone ne soit interdit aux Antilles. Donc, il faut bien comprendre que quand on a les informations, eh bien, avant que les décisions correctes soient prises à cause des conflits d'intérêts et des lobbies, il y a quelquefois des années, si ce n'est des décennies. Et on a bien l'exemple du chlordécone, malheureusement, qui nous met en évidence. Et cet exemple du chlordécone est d'autant plus dramatique que je travaille moi régulièrement au nord du Laos. Et au nord du Laos, les Laotiens ont actuellement dans les cultures de la banane et de la canne à sucre l'utilisation importée frauduleusement ou non par la Chine du chlordécone. Donc, ils reproduisent les mêmes erreurs. Et ils ont en plus des carences en iode absolument majeures. Et ils ont en plus des carences en sélénium. C'est-à-dire qu'ils ont une quadruple peine. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on sait, tous les facteurs sont identifiés. Moi, ça fait 10 ans que je travaille là-bas. Hein, j'explique aux différentes institutions. Je peux terminer dans le Mékong d'ailleurs, si je parle trop vite et trop fort. Mais j'aurais expliqué lors de ces réunions le drame de leurs problèmes parce qu'on a identifié tous les facteurs. Alors, quand on a un tsunami qui nous tombe dessus ou un Covid, bon, malheureusement, ça, on ne pourra pas trop l'anticiper, mais quand on connaît tous les facteurs et qu'on continue, là, on peut se poser des questions. Mais je ne veux pas blâmer les Laotiens, puisqu'on a fait exactement la même connerie, excusez-moi du mot, il y a quelques années avec le chlordécone. Donc, on mène actuellement un essai clinique planétaire dont les cobayes sont nos enfants et les enfants de nos enfants. Hein, donc, pour vous dire que les essais cliniques, on n'a qu'à ouvrir les yeux dans la rue. L'égalité, les inégalités nord-sud, il faut bien comprendre que les pays pauvres sont carencés en iode et en sélénium, ont des carences bien pires que les nôtres, hein, en plus évidemment des infections, de la malnutrition, des maladies parasitaires. Et maintenant, ils ont une utilisation massive, ce que je vous disais pour le Laos, mais c'est propre à l'Inde, c'est propre à de beaucoup de pays africains, enfin les pays en voie de développement, ils ont une utilisation massive des perturbateurs endocriniens et des pesticides, encore beaucoup plus que nous. Et en plus, on va leur servir de poubelle. Vous voyez là un article qui est sorti dans la presse il n'y a pas bien longtemps, qui non seulement nos pesticides, nous, on ne sait plus quoi en faire, on n'arrive pas à s'en débarrasser, donc on va les vider en Afrique. Donc ils ont encore eux aussi ont encore une quadruple peine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les carences en vitamines, en sels minéraux, les perturbateurs endocriniens dont on vient de parler, et ils ont en plus nos déchets qu'on va leur déverser parce qu'on n'arrive pas à les gérer correctement.
Donc, le rôle de la nutrition, donc la biodisponibilité des vitamines est aussi modifiée par les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que, écoutez bien, quand vous avez actuellement des examens biologiques, que vous demandez des examens à vos médecins, avec des taux de vitamine D, de zinc, vitamine A, vitamine B9, B12, je vous énumère tous les cofacteurs des réactions enzymatiques, vous ne devez pas être dans les normes, vous devez être dans les normes hautes, parce que la biodisponibilité de ces vitamines est modifiée, parce que les laboratoires n'ont pas modifié leurs fourchettes et devraient modifier ces fourchettes à la hausse, malheureusement, et parce que vous saturez de perturbateurs endocriniens vos récepteurs enzymatiques. Donc, vous avez 3 raisons d'être non pas en excès pour tous vos cofacteurs de vos réactions enzymatiques, mais vous devez être aux normes hautes que vous devez exiger de vos laboratoires et de vos médecins. Je vous donne, c'est la publication qui met en évidence ce que je viens de vous expliquer. Et donc, quand je vous parlais de nutrition tout à l'heure, ça va être l'épigénétique, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir modifier votre ADN. On parle beaucoup actuellement d'ARN, ADN avec les vaccins Covid. Donc, il faut bien comprendre que les perturbateurs endocriniens vont rentrer dans votre ADN, c'est-à-dire vont rentrer à l'intérieur de vos noyaux et vont avoir des effets non pas directs sur votre état de santé, mais vont aussi avoir des effets sur vos descendances. C'est des choses qui sont absolument validées. Donc, heureusement, les choses peuvent s'aggraver, mais peuvent s'améliorer. C'est-à-dire que si on redevient vertueux, on peut arriver à s'améliorer, mais on n'est peut-être pas parti sur la bonne voie. Donc, on sait donc de cette façon qu'on peut modifier la carcinogénèse par l'exposition dès la vie intra-utérine. C'est-à-dire que si vous êtes très exposé aux perturbateurs endocriniens, vous savez maintenant, c'est la notion de DOA, que vous allez pouvoir à distance décider du diabète de vos enfants, du cancer du sein de votre fille qui aura été programmé pendant votre vie intra-utérine 10, 15, 20 ou 30 ans auparavant. Alors ça, ce sont tous ces travaux qui sont mis en évidence. Regardez les publications, c'est ce qu'on appelle ces effets, ce sont ces effets périconceptionnels sur le polymorphisme génétique, d'où l'importance de la période périconceptionnelle. L'obésité, même chose, vous voyez, transmission épigénétique de l'obésité, c'est-à-dire que vous allez déclencher un diabète chez l'enfant. Ce que vous pouvez même dire, c'est que la fécondation n'aura même pas eu lieu. En période préconceptionnelle, si vous êtes bourré de pesticides dans vos graisses, vous vous retrouvez enceinte, votre bébé se retrouvera déjà diabétique 6, 15, 20 ans après. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut revoir cette période préconceptionnelle. C'était le sujet d'une thèse dont je me suis occupé il y a une dizaine d'années, quand l'étudiant qui a présenté sa thèse devant le jury, tout le monde dormait, il n'y a eu aucune question à cette thèse, tout était validé, c'était 2 ans de travail qu'elle a pu faire, tout le monde s'en foutait. On a réactualisé cette thèse actuellement, elle doit être une thèse qui va être de nouveau proposée maintenant. J'espère qu'elle attirera un peu plus l'attention. Donc tout ça pour vous dire que les contrôles biologiques habituels que connaissent toutes les couples, c'est sérologie rubéole, groupe sanguin, vous voyez ce que demande n'importe quel médecin en début de grossesse, complètement has-been. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas utile, mais c'est intéressant il faut le faire de toute façon, mais c'est complètement has-been. Il faudrait au minimum demander tout ce que je vous propose là. Évidemment, ça coûte de l'argent, mais on peut se payer des Rafales et des sous-marins nucléaires, donc il faut savoir quelles sont nos urgences. Et surtout, le drame, c'est que malheureusement, mes confrères médecins, pour l'immense majorité en France, médecins gynéco-endocrinos, ne demandent pas les bilans corrects pour la thyroïde, parce qu'ils n'ont pas encore compris le rôle de l'iode, le rôle de la thyroïde sur cette période périconceptionnelle, ce qui est dramatique. N'oubliez pas la première diapo du capitaine Haddock avec le crétin des Alpes, donc ça fait 1 siècle qu'on sait tout ça. Donc, il faut absolument vérifier les carences en iode que vous pouvez avoir dans vos urines et faire un bilan simple qui coûte de 25 à 30 €. Il y a peut-être 1 ou 2 paramètres qui ne seront pas remboursés par la Sécu, mais à vous de faire les bons choix.
Vous pouvez même actuellement, ce que je demande moi très régulièrement, faire le dosage, c'est un peu compliqué cette diapo, génétique de la DIO2, c'est-à-dire l'enzyme qui transforme l'hormone inactive en hormone active. Et là, ça vous permet de savoir s'il y a un facteur familial. Les examens qu'il faut demander, avec ce que vous devez vous imposer si vous voulez être en bonne santé, ne pas être en hypothyroïdie fruste, ne pas prendre 30 kilos à la ménopause et être en bonne et vous faire des bébés en bonne santé. Je suis un peu schématique, mais pas complètement. Hein. Regardez les schémas. Il vous faut de l'iode en taux correct qui se transforme en thyroglobuline, en hormone active la T4, qui est l'hormone de la thyroïde, qui est le lévothyrox que prennent beaucoup d'hypothyroïdiens, qui est inactive. La DIO2 permet la synthèse de l'hormone active, et c'est cette hormone active qui vous permet d'avoir une bonne mémoire, de ne pas être frileux, de ne pas prendre trop de poids, d'avoir un bon cerveau, de ne pas être constipé, d'être en 2 mots en bonne santé. Et je pourrais vous énumérer 30 autres symptômes d'hypothyroïdie, et vous allez vous reconnaître. Voilà, l'hormone active, et cette hormone active va dans les sites de l'hormone. Et cette hormone va être polluée par les perturbateurs endocriniens. Les sites d'action, je ne suis pas du tout hors sujet, hein. Les sites d'action sont pollués par les hormones. Vous avez, par ailleurs, il vous faut un taux correct de tyrosine pour alimenter votre iode et la transformation. Il faut que vous soyez aux normes hautes en sélénium, zinc, fer, bêta-carotène, vitamine D, vitamine A, non pas être aux normes, mais aux normes hautes. Attention, parce que vous êtes attaqué par des anticorps qui vont, dû à la pollution de la maladie d'Hashimoto, donc les anticorps qui vont attaquer la chaîne enzymatique, ce qu'on appelle la maladie d'Hashimoto, on en voit plein, énormément actuellement. Méfiez-vous du fluor, du brome, du chlore qui interfèrent surtout. Hein, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention évidemment aux perturbateurs endocriniens. Et il faut que vous ayez un intestin qui marche bien. Si vous êtes ballonné, gonflé par les perturbateurs endocriniens, l'excès de laitage, l'excès de métaux lourds dans votre intestin marche mal et vous allez mal transformer vos hormones. Et vous avez, attention, un examen hyper intéressant qui est la T3 reverse, parce que cette T3 active, et au lieu d'aller sur vos sites d'action, elle va partir en T3 reverse. Et vous allez être en hypothyroïdie fruste. Et si vous faites les examens habituels qu'on demande dans l'hypothyroïdie depuis 20 ans, vous passez à côté du diagnostic. Votre médecin vous dit, tout va bien, c'est dans la tête, prenez du Prozac, il n'y a rien. Alors vous avez pris 20 kilos, vous vous sentez épuisé, vous ne pouvez même plus monter un escalier, eh bien vous avez une hypothyroïdie. Comme par hasard, vous êtes stérile, ou si par chance ou malchance vous faites un bébé, vous faites un crétin. Je vous fais un tableau noir. Tout ça pour vous dire, regardez cette publication qui date de 2001, qui posait la question, est-ce que la T4, c'est-à-dire l'hormone qu'on donne actuellement, est vraiment la bonne drogue? Pas du tout, c'est l'association T3-T4. Mais ce que ne font pas mes confrères. Alors attention à la période périconceptionnelle, pas pendant la grossesse, autour de la grossesse. Vous avez déjà toute cette liste de médicaments que vous devez bannir. Vous avez un centre de référence pour les agents tératogènes qui est le CRAT, L-E-C-R-A-T, que vous pouvez questionner, hein, qui est un des meilleurs et qui vous permet de savoir exactement quels sont les effets dangereux, tératogènes, perturbateurs endocriniens et autres. Hein, donc, je vous encourage à bien regarder ce site. Et quand même, là, c'est la dernière diapo, quelques moyens pour être optimiste, parce que je vous ai, dans l'ambiance Covid, complètement cassé avec ce que je viens de vous expliquer. Donc, la thyroïde, on peut facilement la soigner. Les perturbateurs endocriniens, vous pouvez avoir des actions individuelles. Quand vous achetez un gel douche, un dentifrice, quand vous achetez 1 kilo de pommes bio, là, vous avez une action individuelle. Collective, quand vous mettez un bulletin de vote pour les élections européennes, les élections nationales, les élections municipales et autres, là, vous pouvez, avec vos députés, avoir une action collective quand vous mettez un bulletin de vote. Donc, ne négligez pas les élections législatives, les élections européennes. Je ne vous donne aucune consigne de vote, évidemment, et ça ne me regarde pas, mais réfléchissez, c'est l'action collective. L'écart diminue ou diminuerait nord-sud, c'est loin d'être évident compte tenu du comportement qu'on peut avoir. La nutrition, les actions individuelles et collectives, bon, heureusement, depuis 2-3 ans, ça commence à bouger.
Et l'épigénétique, si on redevient vertueux, eh bien, on va de nouveau améliorer ces chromosomes. Donc, on peut, si vous perdez 20 kilos et que vous faites attention, eh bien, vous allez modifier vos chromosomes et vous risquez d'améliorer votre descendance. Et puis, une façon dont on peut améliorer les choses aussi, c'est se donner les moyens avec une période périconceptionnelle correcte et surtout s'en donner les moyens financiers parce qu'il faut demander les bons examens biologiques. On n'est plus au Moyen-Âge, on est actuellement en 2021, on a tous les éléments qui sont malheureusement pas utilisés par les médecins pour pouvoir faire ces diagnostics. Donc, n'oubliez jamais que les chiffres qui figurent sur nos tableaux sont des destinées humaines, même si les larmes ont été effacées. C'est-à-dire, quand vous avez un cancer du sein, vous vous retrouvez avec un cancer de la prostate, vous vous retrouvez avec un enfant mal formé, vous vous retrouvez avec une maladie de Parkinson, vous vous retrouvez Alzheimer, ou vous vous retrouvez avec une puberté précoce, eh bien, ce sont des drames que vous allez vivre. Hein, évidemment, qui figurent sur des tableaux statistiques, mais individuellement, ce sont des drames. Je reprends ce que disait Greta Thunberg il y a 2 ans à l'ONU. Des gens souffrent, des gens meurent et des écosystèmes s'écroulent. Nous sommes au début d'une extension de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, de contes de fées racontant une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Hein, rappelez-vous, c'est ce que disait Greta Thunberg à l'ONU et qu'elle a pu répéter à Davos ensuite. Hein. Donc les conséquences scientifiques, alors ça c'est assez violent, les conséquences scientifiques ne triomphent pas en convainquant les opposants, en leur faisant voir la lumière, mais seulement en attendant leur mort. La science progresse à chacune de leurs funérailles. Ça pour vous dire, vous voyez, c'est ce que disait Planck, qui est prix Nobel de 18, c'est le pionnier de la médecine quantique, hein, 1918, hein, il y a plus d'un siècle. Hein, donc tout ça pour vous dire que quand vous voyez toute la journée les défilés des médecins sur les plateaux de télé et autres, prenez avec vraiment des pincettes tout ce que vous entendez dire. Parce que les réalités scientifiques, souvent, il faut vraiment, vraiment beaucoup plus de temps pour les voir aboutir et chacun reste en boucle, malheureusement. Voilà, donc on a terminé et je pense que j'ai essayé d'être assez rapide. Je n'ai pas bien regardé l'heure, mais j'ai dû dépasser probablement l'heure. Alors, un petit peu, mais désolé. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très, très complet et je pense que vous avez répondu en fait au fur et à mesure à pas mal de questions qui sont arrivées. Donc, effectivement, il nous reste quelques minutes seulement pour peut-être répondre à quelques questions. Je vais essayer d'en reprendre quelques-unes. Mais bon, voilà, il y a des questions qui revenaient sur la manière d'interdire les perturbateurs endocriniens ou d'obliger les industriels à indiquer au moins sur leurs produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Et voilà, comment… Alors, la question, là, bon, il ne faut pas rêver, mais on arrive, vous avez vu, par des courriers autres, on arrive déjà à faire bouger Sanofi qui a pu changer la constitution du Doliprane. Donc ça, c'est un petit effet en les harcelant de lettres recommandées. Ils ont fini par bouger. Et surtout qu'ils devaient peut-être s'apercevoir qu'en pharmacie, les chiffres devaient baisser au profit de la concurrence. Donc déjà, les consommateurs, quand vous choisissez vos produits, si des produits ne sont pas corrects dans les grandes surfaces ou ailleurs, et que les chiffres d'affaires des industriels s'effondrent, ils vont se poser des questions. Donc ça, là, vous avez déjà une action de boycott des produits que vous pouvez identifier. Là, je ne vais pas les énumérer, mais il y en a énormément. Vous avez plein de sites. Hein, je vous parlais tout à l'heure des fiches que j'ai mis à votre disposition. Vous avez des sites, des applications actuellement. Vous avez des associations comme Nous voulons des coquelicots. Vous avez les revues de consommateurs, 60 millions et 60 millions de consommateurs que choisir. Vous voyez, vous avez tout ça. Et puis je vous disais de l'action collective, ça va être de vous présenter aux élections municipales, d'avoir une action auprès de votre député, d'intervenir au niveau européen si vous avez les bras hauts. Vous voyez, d'arriver à jouer sur tout ça. Et maintenant, on a le vent dans le dos. Ça, on est optimiste, on peut être optimiste quand même, parce que vous avez vu toute la vague écologique. Toutes les grandes villes de France ont basculé écolo lors des dernières élections. Enfin, on a quand même des éléments optimistes. Bon, il faut y croire, alors il faut continuer de faire pression. Voilà. On a une question, alors il y a beaucoup de remerciements, on me dit, donc voilà, je vous transmets les remerciements de tous ceux qui ont écouté. Et il y a une question très concrète qui évoque la ville de Ramonville, près de Toulouse, qui
qui a signé une charte d'engagement ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Et donc, on demande, voilà, en lien avec le réseau Environnement Santé, et on me demande si vous connaissez cette charte. Et, Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a RES avec Monsieur Sicolella, hein, c'est toutes ces équipes, oui. Quand je vous parlais du film Demain tous crétins, on en parle. Vous avez un autre film qui parle de l'expérience au nord de Montpellier d'un village qui est complètement basculé bio pour toutes les écoles, les EHPAD. Le film s'appelle Demain tous crétins et le deuxième c'est Nos enfants nous accuseront. Nos enfants nous accuseront. Hein, vous pouvez retrouver sur YouTube ou ailleurs. Et là, ça vous permet de mettre en évidence que certaines communes, je sais que Montsartou est particulièrement, se développe particulièrement dans ce domaine. Oui, il faut intervenir. Hein. Très bien. Et oui, il y a une fabrique prospective en ce moment sur la santé. Et justement, on a eu l'occasion d'avoir des témoignages de Ramonville. Et donc, avec éventuellement pour projet d'ici, enfin voilà, sur le moyen terme, d'appliquer une charte un peu équivalente sur Montsartou et voilà, en tout cas de toujours en parler et puis montrer que voilà, ça peut se faire et reproduire ce schéma-là ailleurs. Et votre expérience locale est remarquable et fait tache d'huile, hein, vous le savez mieux que moi, c'est bien, bravo. Et alors, on a une dernière question, je pense qu'on pourra conclure avec celle-là, à moins qu'il y en ait une autre importante, mais il y a une question qui demande des informations sur les arômes alimentaires. Alors, attendez. Quelle est la question exacte? Tac, 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 si j'arrive à reprendre ça. Avez-vous des informations et études sur les arômes alimentaires qui sont de plus en plus utilisés et leurs effets sur le corps humain? Alors, peut-être qu'en quelques minutes… Oui, alors bon, on a des fiches, je vais envoyer, effectivement, on a tout. Maintenant, l'agroalimentaire, il y a de grosses compagnies, Sodexo, autres, maintenant, toutes ces chaînes qui s'occupent de l'alimentation collective dans les écoles sont de plus en plus impliquées par tout ça. Hein, ne pas chauffer, que les plats maintenant arrivent dans des grands récipients et non plus dans les petites barquettes en plastique réchauffées au micro-ondes. Vous voyez, tout ça, ça commence à bouger. Et voilà, alors juste une précision qui parle d'un film qui est passé sur Arte cette semaine à propos des cordons bleus pour le TiO2. Alors, pour moi, c'est un peu du chinois, mais… Alors ça, je n'ai pas vu, oui. Le message est passé. Et je pense qu'on a fait le tour des questions. Et je pense qu'il va être l'heure de conclure. Voilà, je fais appel. C'est vrai qu'on a eu un tout petit souci avec Valérie qui devait nous transmettre les questions, mais voilà, donc je lui fais savoir que si jamais il y a encore une ou deux questions intéressantes, on peut éventuellement les prendre. Et sinon voilà, on peut éventuellement vous laisser le mot de la fin si vous avez une conclusion peut-être. Je vous remercie et je suis désolé parce que dans cette ambiance de Covid, cette ambiance morbide qu'on a actuellement, je vous en rajoute une couche avec tout ce que je vous ai raconté. On a quand même des éléments d'optimisme pour lesquels on peut agir et dans le drame qu'on peut vivre actuellement par cette pandémie va peut-être nous permettre quand même de prendre de bonnes décisions qu'on n'aurait pas prises auparavant. Donc là, c'est au moins un élément intéressant. Et une deuxième chose que je voudrais, le message que je veux vous transmettre, c'est n'attendez rien pour l'instant des autres, des gouvernements, de vos municipalités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Vous devez avoir une action individuelle, sinon on va perdre encore 30 ans. Donc c'est individuellement aussi qu'on doit bouger. Très bien. En tout cas, on va continuer de faire passer les informations et puis de rester optimiste. Et, le dernier message, c'est la période pré- et périconceptionnelle. Vous avez bien compris. Il faut suivre, je pense, le procès de l'agent orange qui donnera son verdict en mai. Je pense qu'il faut se mobiliser sur cette question-là parce que c'est quand même historique. C'est un moment historique et on espère que les 26 firmes, il me semble qu'il n'y a pas seulement Monsanto, mais voilà, toutes les firmes qui sont responsables de la production ou de la vente de ces produits-là seront enfin jugées et devront
verser des indemnités à toutes ces victimes qui sont encore par millions au Vietnam. Et en tout cas, voilà, je remercie, et tous les coquelicots de Montsartou remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont pu nous suivre. On vous remercie évidemment, Monsieur Cosera, pour toutes ces précieuses informations passionnantes. Je pense que ça a intéressé pas mal de monde. Je rappelle que ce webinaire restera disponible sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Nous voulons des coquelicots Montsartou, voilà, en intégralité et puis sans limite de temps, avec, dans la mesure du possible, toutes les sources et tous les liens vers les documents que vous nous avez transmis ce soir. Et puis, on se retrouve le vendredi 5 mars pour un nouveau webinaire. Voilà, même heure, même jour et même endroit. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir. Bonne soirée à tous.